psychologie de l'homme et de la femme. Donc, comme je le disais en introduction, l'une des premières ignorances de la jeunesse, et c'est tout à fait normal, c'est la connaissance de la psychologie de l'autre sexe. Si on connaît, avant de s'engager, quelques notions générales sur la psychologie de l'autre sexe, il est évident qu'on évitera bien des bêtises que les ancêtres de génération en génération ont tous fait, et puis qu'ils ont appris à ne pas faire avec l'expérience. Au début des couples, tout va bien, toujours. Forcément, on est porté par la passion. Il est remarquable de voir que, instinctivement, les garçons, quand ils tombent amoureux, connaissent les gestes qu'il faut faire pour faire plaisir à l'autre. Le problème, c'est quand ce sentiment amoureux du début va baisser et rentrer un petit peu dans le quotidien. Alors là, souvent, on redevient soi-même. Pour la fille, c'est parfois une profonde déception, parce qu'elle se dit que le prince charmant, si délicat qu'elle avait épousé, s'est transformé en grenouille. Or, si à l'avance on connaît la psychologie de l'autre, eh bien, on ne va pas être surpris par le fait que forcément au début, ou très souvent au début, on est mieux que ce qu'on va être par la suite. Alors encore une fois, cette leçon sur la psychologie de l'homme et de la femme ne sert pas à grand-chose. Rien de tel que sa propre expérience. Un enseignement, ça glisse dans l'esprit, et puis on se dit que pour soi ça va être différent, qu'on saura faire évoluer l'autre. En réalité, depuis 50 000 ans que les hommes et les femmes se fréquentent, les choses n'ont pas vraiment évolué comme on va le montrer. Quel va être le plan d'étude dans cette leçon? D'abord, comme on est en philosophie, eh bien on va partir de l'expérience. Ça veut dire décrire toute une série de domaines où il y aurait des comportements assez différents entre les sexes. Plus on étend la base d'expérience, plus il va être facile, à partir de là, d'analyser la cause, mais aussi les lois qui sont là-dessous. Parce que, dans une étude philosophique, après avoir décrit au maximum le fondement qu'est l'expérience, on cherche à établir des lois psychologiques générales. Alors attention, nous sommes en psychologie. Ces lois psychologiques ne vont pas être universelles. Ça, c'est Aristote qui le disait, ou plutôt saint Thomas. Il y a dans la réalité 3 sortes d'événements qui se produisent. Certaines fois, certains événements se produisent à 100%. Par exemple, si je lâche cette télécommande, à 100%, elle va tomber. C'est certain. Ça, c'est le domaine de la science dure. Celle qui satisfait l'esprit des physiciens, des chimistes, des biologistes. Et puis, il y a certains phénomènes qui ne se produisent pas à 100%, mais seulement à 80%, par exemple. On dit qu'ils se produisent, non pas universellement comme le premier, mais en général, de manière générale. Eh bien ça, c'est justement le domaine de la psychologie humaine. Par exemple, si je dis que, en général, les femmes sont plus intéressées par les petits-enfants que les hommes, eh bien ça sera vrai, mais pas à 100%. Il y a des femmes qui n'ont absolument aucune attraction pour les petits bébés. Et il y a des hommes qui parfois ont de l'attraction pour les petits bébés. C'est sûr qu'à l'adolescence, quand on regarde les journaux de classe des élèves, on verra peu de garçons qui mettent sur leurs journaux de classe des bébés. On verra beaucoup plus de filles le faire. Donc ça reste vrai. Il y a quelque chose de vrai. Mais dire que c'est à 100%, ça deviendrait faux. Et puis enfin, disait saint Thomas, il y a des choses qui sont particulières, c'est-à-dire qui ne se produisent qu'une fois. Ce sont celles qui sont liées à la liberté individuelle. Par exemple, la venue du Messie, Jésus, eh bien ça, qui a bouleversé le monde, on peut dire que c'est un événement absolument unique, imprévisible, aucune loi sociologique ne pouvait le préparer. Jamais on n'aurait cru qu'un homme dirait qu'il fallait aimer ses ennemis, et qu'il le prouverait en donnant sa vie sur la croix, etc. Donc voilà, un événement particulier. C'est aussi le domaine du hasard.
Il est tombé sur la Terre il y a 65 millions d'années, paraît-il, une météorite qui a détruit les dinosaures. Eh bien voilà, c'est un événement ponctuel. Effectivement, avec quelques probabilités, on dit qu'il y a une probabilité pour que ça arrive tous les, mettons, 10 millions d'années, 20 millions d'années. En réalité, ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 1 milliard d'années. C'est le hasard. Donc là, je me situe bien au niveau 2. Il faudra toujours se souvenir que les lois que je donne ne sont pas universelles. Alors quand j'aurai établi des lois psychologiques générales, il faudra se demander si elles sont innées ou si elles sont acquises. Ça veut dire si elles viennent de la génétique, qu'elles sont programmées dès la conception, ou si elles viennent de l'éducation. Et là-dessus, on verra qu'il y a un débat qui date de mai 68. Des mouvements de femmes, dont le MLF, Mouvement de la libération de la femme, bien connu à l'époque, donc des féministes, ont prétendu, en Occident, que tout ça c'était purement des clichés et que c'était dû à l'éducation. Si les filles se comportaient de telle façon, c'était parce que, toutes petites, on les faisait se comporter de telle façon. Bon, il y a une part de vérité dans ce qu'elles disent. Par exemple, quand on étudie les données de Freud sur le comportement des filles, quand il dit que les filles font un complexe, il appelle ça le complexe de castration, parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas de zizi, à la différence de leurs petits frères. Donc qu'elles ont les yeux baissés, qu'elles ont les épaules rentrées, qu'elles servent à table, etc. Là, c'est évident que c'est lié à la culture du 19e siècle. Lui pensait que c'était lié à la génétique. En réalité, c'est parce que les filles étaient secondaires à cette époque-là, ce n'étaient que des filles, que donc les garçons étaient les petits rois de la maison, que ça se passait assez souvent dans la culture européenne, que les filles étaient complexées. Donc l'éducation a une grande part. Seulement, aller jusqu'à dire que tout est culturel, eh bien on verra que c'est peut-être pousser les choses un peu loin. Et enfin, on se demandera s'il y a une cause radicale dans la nature humaine qui explique la différence de comportement entre les filles et les garçons. Donc ce sera la dernière partie qui précédera l'application à ce que nous sommes en train de faire. S'il est vrai qu'il y a une différence psychologique entre les filles et les garçons, eh bien ça doit influencer notre comportement concret dans la vie du couple et du mariage. Ça ne doit pas être source de tension, mais l'idéal, c'est que ce soit source de complémentarité. Alors, je vais donc passer à la première partie, celle qui est fondamentale en philosophie, c'est-à-dire l'expérience. Pour le moment, je n'analyse pas, je ne fais que décrire. Est-ce qu'on constate des différences de comportement généraux, donc c'est pas universel, mais des différences de comportement entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes? Je pourrais prendre des centaines de domaines et des centaines d'exemples. Mais on va s'en contenter des principaux, de ceux qui parlent le plus rapidement. Par exemple, si on fait des sondages auprès d'adultes, en pleine activité, et qu'on leur demande quel est le fondement de leur vie. Si on met une série de mots, l'argent, le sexe, la gloire, la famille, les enfants, l'épouse, eh bien on s'apercevra que, en recoupant toutes les études, on trouve que principalement les femmes vont répondre ceci. Le fondement de leur bonheur, qui structure leur vie, ce qui est principal, c'est leur mari et leurs enfants, ou plutôt leurs enfants et leur mari. Les enfants sont souvent mis avant. On constate que si les femmes avaient à choisir entre leurs enfants et leur mari, parce que malheureusement s'impose à elles un divorce, eh bien il est évident que les enfants sont au cœur de leur être. Donc on dirait qu'elles ont deux pieds sur lesquels elles sont solidement appuyées, qui est leur conjoint, leurs enfants. Parfois elles ajoutent leurs parents, etc. Mais ce sont des personnes, ce sont un caractère relationnel. Le métier là-dedans est important, mais comme une aide. Par exemple, pour avoir un peu plus d'argent à la maison, mais aussi pour avoir de l'autonomie, pour ne pas être entièrement dépendante de l'argent que donnerait
un mari. C'est vrai que être femme au foyer de manière pure, ne pas avoir d'activité professionnelle, parfois met un petit état psychologique de dépendance que les femmes n'aiment pas trop. Et si on pose la même question à un homme, à des hommes, mais pas en présence de leur femme, on s'apercevra que leur fondement est certainement la famille. Ça, c'est le premier pied. Il s'appuie dessus. S'il n'y a pas de famille, il n'y a plus de sens à rien. Mais que le deuxième pied est souvent appuyé sur la réalisation professionnelle. On peut dire qu'un homme adulte, c'est sûr, le but de sa vie, c'est sa famille. Mais que la fierté qui le structure, c'est, par son travail, de pouvoir non seulement faire vivre sa famille, ça c'est sa dignité, mais aussi de s'épanouir dans ce travail. Et que si le travail est un travail bête, uniquement alimentaire, etc., eh bien c'est un épanouissement en moins qu'il va trouver dans le bricolage, dans la réalisation de sa maison, etc., de toute œuvre extérieure. Cette description que je fais n'est pas un cliché. Elle n'est pas non plus manipulée. Évidemment, si des personnes de la génération mai 68 écoutent cette vidéo, elles diront « mais c'est des clichés habituels, catholiques, etc. » Seulement, toute la révolution de mai 68, ça a consisté à dire aux femmes que justement, ce qui épanouissait, c'était pas les enfants et le mari. Ce qui épanouissait, c'était le métier et la famille, à l'équilibre. Bon, certaines femmes du MLF étaient allées très très loin dans l'absolu, dans l'exaltation, en faisant de l'homme et de l'enfant l'ennemi, en proclamant que l'avortement c'était la plus grande libération de la femme. Mais ça, ce sont, on pourrait dire, des excessifs, des fanatiques. Eh bien, en réalité, dans tout ce qu'il y a de positif, dans la révolution de mai 68, il ressort que pour les femmes, le métier n'est pas un fondement sur lequel on s'appuie. Pour les femmes en général, parce qu'il y a 20% de femmes qui ne diront pas ça. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des lois générales. Ce n'est pas universel, ce n'est pas du 100%. C'est comme si toute cette révolution de mai 68 avait voulu identifier les valeurs féminines pour les rendre heureuses aux valeurs masculines. Et que de fait, ça n'accroche pas. Qu'il y a un rééquilibrage naturel qui se fait et que le centre de gravité de la femme reste la famille. Il n'y a rien à faire. Maintenant, je voudrais aborder un deuxième sujet descriptif qui va s'ajouter à celui-là. Cette fois, si on pose la question à des adolescents et des adolescentes, et qu'on leur demande ce qui, en premier, dans un premier regard immédiat, je ne parle pas de quelque chose de durable, je parle d'un premier regard immédiat, ce qui les attire, ce qui leur plaît chez l'autre sexe. Et qu'on met, pareil, une série de mots, comme les yeux, le visage, le charme, la force, la beauté corporelle, la forme des seins, je ne sais pas, des tas de choses qu'on met comme ça. Eh bien, on trouvera des réponses suivantes, quand les gens sont honnêtes. En général, du côté des garçons, la première chose qui les attire chez les filles, en tout cas qu'ils remarquent dans un premier temps, c'est l'aspect physique, la beauté extérieure. Avec un très fort regard vers le sex appeal, justement. Seulement, ça ne se réduit pas à cela. Des garçons un petit peu cultivés, c'est pas la réduction dans un premier regard de la femme à cet aspect purement corporel, même si c'est fondamental, il l'avoue. Il doit émaner aussi de la fille une espèce de charme complémentaire. Un charme que je dirais un peu virginal, ingénu, de la pureté. Donc non seulement physiquement elle a des attraits sexuels, mais en plus elle paraît virginale, elle paraît pure, qualité en apparence contradictoire, et bien qui s'unifie dans un premier regard. Et si on pose la même question à des filles, en général on obtient la chose suivante. Le côté physique est certes important, mais il n'est pas mis en premier. Ce qui est mis en premier, c'est aussi deux qualités en apparence contradictoires qui émanent d'un charme de la part du garçon. Il faut qu'elle leur paraisse fort. Un garçon sur qui on a l'impression de pouvoir être sécurisé en s'appuyant sur lui. Mais ça ne suffit pas.
cette force extérieure, donc qui attire les premiers regards, et qui vient souvent d'un tempérament calme, posé, un silence, doit s'accompagner aussi de douceur, d'impression qu'il est attentif, mais pas trop. Si un garçon se révèle trop gentil, trop attentif, etc., les filles vont avoir tendance à ne pas le regarder dans un premier temps, à mépriser même parce qu'il paraît peu sécurisant. Donc il semblerait que le regard du garçon, en général, pas toujours, comme je le disais, est plus extérieur, plus physique, et que le regard de la fille est immédiatement plus du côté sensible, un charme apparent, quelque chose qui rassure. Et ce qui est curieux dans ces sondages qui sont presque toujours avec le même résultat, c'est que lorsqu'on observe maintenant les complexes des filles à l'adolescence et les complexes des garçons à l'adolescence, alors qu'ils ne connaissent pas la psychologie de l'autre, on ne leur a pas donné des leçons comme ça de philosophie sur les regards des autres, eh bien, très généralement, les complexes des filles portent sur leur physique. Elles trouveront que leur nez n'a pas la bonne forme. Elles se trouveront trop grosses ou trop maigres. Et ça les travaille pendant des années. Pas toutes, heureusement, mais c'est extrêmement fréquent. C'est pour ça qu'on dit souvent à un adolescent, quand il est sorti de l'enfance, qu'il ne faut jamais faire une remarque, même ironique, pour s'amuser sur le physique d'une fille. On est quasiment sûr de la blesser. Sauf si elle est très très harmonieuse avec son corps, ce qui est quand même une minorité. Le complexe des garçons, c'est plutôt du côté de son efficacité. Par exemple, un garçon qui serait plus petit que les autres au même âge, qui n'aurait pas encore mué au niveau de la voix, qui aurait encore une voix aiguë, qui aurait un corps plus petit que les autres, il va faire des complexes. Et si une fille veut le blesser à mort, elle a qu'à le lui faire remarquer qu'il n'est qu'un gamin. Mais les garçons font beaucoup moins de complexes sur la forme de leur nez, sur le grain de leur peau, etc. Donc on dirait que, inconsciemment, la nature a mis chez la fille l'instinct que le garçon, ce qu'il regarde en premier, c'est son physique. Et on dirait que, inconsciemment, le garçon sait que la fille regarde en premier lieu ce côté rassurant qui émane d'un homme posé, qu'il n'est pas encore quand il est adolescent. Donc on peut ajouter cette deuxième pierre à l'indice, à la construction qu'on est en train de faire. Mais je voudrais tout de suite rectifier quelque chose qui pourrait être mal compris dans ce que j'ai dit précédemment. Quand j'ai dit que les garçons, en premier lieu, regardent l'aspect physique chez les filles, je ne veux pas dire par là que ça reste éternellement vrai. Je dirais plutôt comme Aristote que la beauté des filles, c'est l'occasion de la naissance pour eux de l'amour. De même que le charme, la force des garçons est l'occasion de la naissance de l'amour chez la fille, envers un garçon. Mais quand on regarde les choses qui ont évolué, quand l'amour s'est développé, qu'il a été réciproque, on s'aperçoit en fait que souvent les choses se retournent, à savoir que les garçons sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus romantiques au début que les filles. Je parle des garçons qui ont reçu une certaine éducation, qui n'en restent pas au terre-à-terre sexuel, comme on le voit quand même chez certains garçons qui n'ont pas été éduqués du tout par leur mère. Pour preuve, j'en tiens ceci. Lorsqu'il y a rupture chez un jeune couple, on s'est aperçu qu'il y avait 5 fois plus de suicides chez les garçons que chez les filles. Qu'il y avait beaucoup plus de clochardisation chez les garçons que chez les filles. Beaucoup plus de garçons qui tombaient dans l'alcool que de filles. Donc est-ce que ça veut dire que les filles souffrent moins? Pas forcément. Mais ça veut dire en tout cas, ça montre que les garçons n'en sont pas restés à l'aspect purement sexuel. S'ils en étaient restés à l'aspect purement regard extérieur, il n'y aurait pas de suicide, il n'y aurait pas d'alcoolisme. Donc que tout ça, ça décrit des moments particuliers et qu'il ne faut pas faire la confusion de réduire les garçons au sexe et les filles au sentiment. Ça serait caricatural. Je pense que l'explication de ce taux de suicide et d'écroulement des garçons face à une épreuve comme le divorce a une cause qui est ailleurs, qui est dans la
force de chaque sexe. Lorsqu'on étudie la force, là où elle se situe dans chaque sexe, on s'aperçoit que les garçons sont forts dans l'attaque et dans l'instant. On a un exemple de cela très très fort dans le comportement de Saint Pierre, par exemple, lors de l'arrestation de Jésus. Il tire son glaive pour aller se battre et il est prêt à mourir dans l'instant. Il coupe l'oreille d'un serviteur d'un grand prêtre. Là, il est fort. Il agit comme un homme. Seulement quand Jésus lui dit de rentrer son glaive, que ça le déstabilise. Il aurait dû rentrer alors dans une autre genre de force, à savoir non seulement le suivre de loin comme il essaye de le faire, mais de ne pas renier dès qu'une servante lui fait remarquer qu'il doit être avec Jésus, et puis après filer, disparaître complètement les 3 jours de la Passion. En fait, la force dans la durée de l'épreuve, c'est pas un truc d'homme. Par contre, les femmes, toutes celles qui suivaient Jésus, étaient présentes à la croix. Et elles ont dû assister à un spectacle horrible d'un homme nu en train d'agoniser, celui qu'elles vénéraient comme leur Messie. Et elles sont restées, fidèlement. Eh bien, des expérimentations sur le monde animal ont montré que chez les animaux assez proches de nous, c'était valable. À savoir que les mâles étaient en général dans une force pour l'attaque, mais quand il fallait de la patience pour durer, c'était les femelles qui étaient les plus fortes. Je me rappelle d'une expérience qu'on m'avait racontée, une expérience assez cruelle, mais qui parle en tout cas. Donc ils avaient mis des chats mâles sur des plaques de polystyrène, sur de l'eau, de telle façon que s'ils s'endormaient sur la plaque, ils basculaient à l'eau. Ils avaient mis aussi des chattes. Et ils s'étaient aperçus, ces scientifiques un peu cruels, que les chattes duraient s'endormir beaucoup plus longtemps que les chats. Alors certains diront que c'est encore un cliché. Là, non, je proteste, ce n'est pas un cliché. L'armée israélienne, par exemple, a essayé de mettre au même niveau dans leur armée les femmes et les hommes. Et ils en sont revenus. Certainement, les femmes comme les hommes font en Israël leur service militaire. Mais on ne mettra pas de femmes, sauf exception, extrêmement rare, dans les bataillons de choc, c'est-à-dire ceux qui vont sur terre avec une baïonnette pour se confronter à l'ennemi. Ça, c'est un courage masculin. Planter une baïonnette dans un ennemi, c'est pas un truc de femme. Par contre, s'il s'agit de s'occuper des blessés, des populations civiles, de patienter face à un malade, de le veiller toute une nuit, là, les femmes seront bien meilleures que les hommes. Imaginons par exemple qu'un enfant tombe malade dans une famille et qu'on mette le père à veiller sur l'enfant, il lui faudra une télé ou un journal. Et puis on risque bien, quand on arrive à 2 heures du matin, de le trouver profondément endormi. Par contre, si on met la mère, ne serait-ce que par l'idée qu'il puisse s'arrêter de respirer pendant qu'elle dort, elle sera là en train de veiller. Ça explique, à mon avis, que dans une douleur comme le divorce, les hommes s'écroulent davantage que les femmes parce qu'ils sont moins faits pour ce genre d'épreuve. Les femmes ont plus de force dans la durée. Donc on peut ajouter encore cette 3e pierre à l'édifice. Et on verra tout à l'heure s'il y a une cause unifiante à tout cela. Alors, 4e pierre à l'édifice, c'est quand on étudie les goûts professionnels qu'ont les adolescents, le projet professionnel qu'ils envisagent de faire. Partout à la télévision, on se plaint en disant « Mais il n'y a rien à faire. Les filles qui sont meilleures en classe habituellement que les garçons, parce qu'elles sont plus stables, plus travailleuses, plus régulières, ne choisissent pas les carrières scientifiques. » Et on élabore des théories en disant « Mais ça vient du fait qu'elles sont formatées par leur mère, qu'on leur dit que ce n'est pas fait pour elles, qu'inconsciemment, quelque chose leur dit que ces domaines-là sont faits pour les garçons. » Ça, c'est l'explication culturelle. C'est l'explication de ceux qui, en 68, disaient qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes, mais que tout est dans la tête. Seulement maintenant, quand on interroge en toute franchise les filles et les garçons sur leur goût, ce qui leur plaît, il n'y a rien à faire. Les filles sont douées et sont passionnées dans tous les domaines qui parlent de
personne. Il suffit d'avoir donné cours un petit peu en classe avec des adolescents, sur le mariage justement, un cours comme cela, pour voir que les filles sont infiniment plus déliées, performantes, mûres sur ce domaine-là que les garçons. Les garçons vont être beaucoup plus mûrs sur d'autres domaines comme la technique, etc. Pourtant, quand on regarde les résultats scolaires dans nos classes actuellement en Europe, on voit que les filles, effectivement, ont des meilleurs résultats en général en maths, en physique, etc. que les garçons. Alors comment se fait-il que si peu de filles choisissent les carrières scientifiques? Je crois que c'est parce que ça ne leur plaît pas. Si on analyse les choses, pourquoi sont-elles meilleures dans le secondaire? On s'aperçoit que la pédagogie est une pédagogie qui est adaptée aux filles. C'est une pédagogie où il n'y a pas de concours. Si on travaille régulièrement, qu'on scolarise, on aura de bons résultats. C'est quoi une pédagogie adaptée aux garçons? Il y a une école dans le nord de la France qui la pratique, qui a eu l'idée de diviser la classe en 4 équipes, avec un concours. On doit s'aider. L'équipe qui, à la fin de l'année, gagne le concours, comme des patrouilles scouts, on pourrait dire ça, aura telle récompense particulière. Dès qu'il y a compétition, aussitôt les résultats des garçons augmentent, s'améliorent, en proportion énorme, peut-être 1/3, alors que quand c'est le plan-plan quotidien, les garçons, dans les matières générales qui ne sont pas leur truc, ils essayent d'en faire le minimum, pour arriver quand même à avoir leur bac. Par contre, dans le supérieur, quand enfin ils peuvent faire la matière qui leur plaisait, alors là, ils se donnent à fond. D'autre part, s'il y a une compétition, un concours, ça ne les stresse pas toujours. En général, ça leur plaît davantage et ils se bagarrent pour obtenir le résultat au concours. Par contre, confrontés à ça, les filles sont stressées. Beaucoup arrêtent à l'idée même de devoir affronter ce concours, cette compétition. Pas toutes, évidemment, on le voit. N'empêche que on perd énormément de filles qui auraient pu faire ces matières-là si la pédagogie du supérieur leur avait été adaptée. Alors ce n'est pas la seule raison, comme je le disais. L'autre raison, c'est aussi le goût pour la matière. Faire de la science dure, de la technique, être mécanicien auto, se passionner pour les engrenages des voitures, pour de l'électronique, c'est un truc qui n'est pas féminin, ou moins habituellement féminin. Par contre, étudier la psychologie, les rapports humains, là, les femmes s'y intéressent immédiatement. Alors certains diront que je suis encore dans le cliché. Seulement, je voudrais apporter un autre élément qui va dans ce sens-là. Comment se fait-il que dans tous les domaines où il y a une compétition, une technicité à avoir, comme par exemple le domaine des prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie, comment se fait-il que quasi systématiquement, sauf exception, on pense à Marie Curie, ce sont des hommes qui les obtiennent? Ce n'est pas seulement valable dans ce domaine-là. En cuisine, par exemple, où il faut travailler énormément pour obtenir 4 étoiles. Ça devrait être principalement des femmes qui obtiennent les 4 étoiles dans leur restaurant. Pourquoi? Quasi systématiquement, ceux qui inventent de nouvelles recettes et ceux qui obtiennent les 4 étoiles, ce sont des hommes. Là, je voudrais dire qu'il y a, à mon avis, une cause, pas plus en tout cas maintenant, à une ségrégation entre les femmes et les hommes, mais qui tient à une passion. Je veux dire par là qu'on est le meilleur là où on se passionne. Or, pour obtenir un prix Nobel, ou alors 4 étoiles au Michelin en cuisine, il ne faut pas avoir de mystère. Il faut tout sacrifier à sa profession. Or, si je disais tout à l'heure que les hommes ont 2 pieds, à savoir leur famille et leur métier, on constate très souvent qu'une fois qu'ils s'appuient sur leur famille, donc ils sont stabilisés, qu'ils ont un but, les hommes se donnent très souvent entièrement au métier qui les passionne, au point qu'ils semblent négliger leur famille.
Ce qui provoque beaucoup d'incompréhension et de divorce dans les couples. Parce que les femmes disent « Oui, maintenant que tu as ça, ta maîtresse, c'est ton métier. » Les femmes, dans leur comportement, sont beaucoup plus équilibrées à ce niveau-là. Elles sont plus rares, les femmes, qui seront capables de sacrifier entièrement leur vie privée, à 100%, à leur métier. Oh, il y en a. Je pense à Marie Curie, justement. Quand on interroge sa fille, Irène, par rapport à son enfance, on s'aperçoit que ce n'est pas étonnant qu'elle ait eu 2 prix Nobel. Quand elle était petite, Irène, et qu'il fallait s'occuper d'elle, et que sa mère était en train de faire des recherches scientifiques dans un énorme tas de terre qu'elle avait fait livrer dans sa cave pour en extraire des millièmes de grammes d'une matière qu'elle allait découvrir un peu plus tard, une matière radioactive, le polonium. Eh bien, Marie Curie passait ses soirées à cela, à trier sa terre. Et tant pis pour son enfant. On peut dire qu'à ce niveau-là, elle avait une psychologie tout à fait masculine, passionnée pour sa matière. Et c'est ce qui surprendra énormément les étudiants à la mort de Pierre Curie, quand immédiatement, quelques jours plus tard, elle reprendra ses cours là où ils étaient rendus. Cette femme-là avait une psychologie individuelle particulière qui ne rentre pas du tout dans les lois que je suis en train de montrer et qui montre, une fois de plus, que ces lois ne sont pas des lois universelles, mais qu'elles sont des lois générales. On voit le même mécanisme dans le cuisinier Loiseau, qui s'est suicidé il y a quelques années parce qu'il avait entendu dire qu'il allait perdre une étoile au guide Michelin. Il faut dire que c'était un homme qui était marié, qui avait des enfants, et qui passait tout son temps dans son restaurant. Il faut voir que pour avoir tant d'étoiles au guide Michelin, il faut des couverts en argent massif, des services fabuleux, un personnel pléthorique. C'est une véritable entreprise. Et l'idée même qu'il allait perdre une étoile l'a tellement traumatisé qu'il ne pensait plus à sa famille. Voilà typiquement l'exemple d'une psychologie masculine qui, étant appuyée sur sa famille puisqu'il est marié, s'est ensuite entièrement donné à son métier au point d'oublier sa famille, mais du coup, il devient le meilleur dans son métier. Ça, c'est assez rare qu'une femme le fasse. Elle n'est pas déséquilibrée comme ça pour tout sacrifier à ce métier. Alors je voudrais enfin mettre un dernier caillou, une dernière pierre à cette description des comportements, en parlant maintenant de la psychologie sexuelle de chaque sexe. Quand on analyse le comportement sexuel que pourraient avoir les hommes s'ils ne faisaient pas d'efforts, c'est-à-dire s'ils suivaient leurs instincts uniquement, instincts sexuels, dans l'acte sexuel, on s'aperçoit que les hommes, eux, ça serait de viser au plus vite à l'orgasme, ils seraient assez centrés sur leur plaisir, serait très physique. Un homme qui se comporterait comme cela, donc qui ne serait absolument pas affiné, aurait peu de chances de durer dans la vie du couple. Et si jamais il s'impose à sa femme avec sa psychologie et que la femme n'a rien à dire, eh bien la femme, elle subit. Elle passe à la casserole, dit-on vulgairement, ça veut dire qu'elle n'éprouve rien. Il faut passer, c'est un devoir conjugal abstrait. Les femmes, si on regarde leur désir à ce niveau-là, eh bien la sexualité se réalise tout à fait différemment. Elle est plutôt le fruit du reste de la journée. Oh, il peut y avoir eu des scènes de ménage, c'est pas le problème, mais il faut qu'il y ait eu réconciliation. S'il y a un solide amour sentimental, alors le désir sexuel est très fort chez les femmes. Et ça se traduit dans le mécanisme corporel par le fait qu'avant l'acte sexuel réalisé, eh bien, il faut des préliminaires de tendresse qui sont très importants, qui vont eux-mêmes faire démarrer le corps de la femme. Là, il y a une vraie différence, personne ne peut le nier. Alors évidemment, un couple harmonieux qui s'aime, chacun se parle, chacun s'observe, l'homme fait des efforts pour être très attentif à la tendresse, et il s'affine. Et la femme, elle, fera des efforts dans le sens de l'homme, pour par exemple se donner parfois quand il en a le désir. Seulement cette harmonie viendra de l'amour des deux,
parce que chacun fait 50% de l'effort vers l'autre. La psychologie sexuelle native, instinctive, on le voit très nettement, n'est pas la même. Seulement, attention, pour compliquer un peu l'affaire. Si un jeune homme rencontre une jeune femme, et que la jeune femme ne connaît pas bien la psychologie de l'homme, qui est plus complexe que ce que je viens de dire, qui ne décrit que des aspects extérieurs superficiels, elle va se dire tout naturellement, si je veux le garder, comme il a des désirs sexuels, il faut que je me donne. Erreur. Parce que l'homme est plus subtil que cela, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est sûr qu'il va être d'accord. Il va prendre le sexe là où on lui donne. Seulement, comme je l'avais dit, il y a un autre désir dans l'esprit de l'homme par rapport à la femme. C'est cet aspect un peu virginal. Et donc si elle a été trop rapide, personne ne pourra l'empêcher de penser et même quelquefois de dire à ses copains que cette fille-là, elle est facile, elle est légère, elle est superficielle. C'est une fille avec qui on couche, mais c'est pas une fille qu'on aime. Au contraire, si la fille comprend que, effectivement, sa beauté est à l'origine de l'amour, mais que ce n'est pas le seul aspect dans l'homme, qu'il a une certaine soif de sa pureté. Et si elle comprend qu'elle doit, que c'est elle qui possède dans sa main la capacité à faire évoluer l'homme vers plus d'amour. Si par exemple elle décide qu'il n'y aura pas de relation sexuelle avant de se connaître, donc avant quelques mois, eh bien l'homme, s'il est amoureux, il sera d'accord. S'il ne pense qu'au sexe, que c'est une brute, il s'en ira en l'insultant. Mais tant mieux, bon débarras. La fille a trié. Elle a vu qu'est-ce qu'il valait, ce garçon-là. Si la fille a une exigence beaucoup plus grande encore, que pour elle, le sexe est quelque chose d'important, de sacré, quelque chose qui signifie un engagement, et qu'elle ne veut le faire que dans le cadre d'un engagement solennel échangé, donc après s'être connu, eh bien si le garçon aime la fille, il sera d'accord, il suivra. Oh, certainement, il fera des tentatives, mais il suivra. On dirait donc qu'à ce niveau-là, l'affinement psychologique des garçons est chez les filles. La fille, selon ce qu'elle exige d'un garçon, l'obtient, si elle est aimée. De même, un garçon acquiert de la finesse psychologique par rapport aux femmes s'il est bien éduqué sous ce rapport-là par sa mère. C'est un rôle très important. Donc voilà. Eh bien, appuyé sur toutes ces données expérimentales que j'espère qui ont été bien clairement définies, qui ne seront pas trop contestées, même si certains sont en dehors d'elles et ne se reconnaissent pas du tout, ce qui est normal, puisque ce n'est pas du 100% comme je le disais. Eh bien, appuyé là-dessus, je crois qu'on peut établir une série de lois psychologiques. Une loi psychologique, c'est donc une proposition qui, en général, est vraie. Eh bien, en général, on peut dire que les filles sont plus sensibles à l'aspect humain des choses, aux relations profondes, sensibles, sentimentales. Que les garçons, en général, dans leur immédiateté, sont plus sensibles à l'aspect technique, mais aussi à l'aspect sexuel, dans le couple. L'aspect technique, je parlais dans le métier, évidemment. Il est curieux de voir que la Bible donne une espèce de texte symbolique très parlant pour signifier ça. C'est quand elle dit « Dieu prit de la terre pour créer l'homme. Il bâtit la terre comme un potier et il fabriqua le corps de l'homme. » Le fait que le cœur de l'homme soit proche de la terre, donc plus terre à terre, bien on le constate, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il y reste, mais ça veut dire que nativement, ce serait sans doute quelque chose de naturel chez lui. Et puis après, quand l'homme est seul, la Bible dit « Dieu lui amena toutes sortes d'animaux pour voir comment il les nommerait. » Et il était seul. Ça ne correspondait pas à son bonheur. Alors il le fit dormir dans un sommeil mystérieux. Il prit sa côte et il en fabriqua la femme. Et il lui amena. Et l'homme s'écria « Pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. » Et il l'aima. Saint Augustin commente ce texte très symbolique, qui n'est pas à prendre au sens réel, c'est évident,
de la manière suivante. Il dit, si Dieu avait pris la main de l'homme pour fabriquer la femme, ça voudrait dire que la femme est complémentaire de l'homme du côté de l'efficacité. Donc elle lui sert d'assistante ingénieure dans son travail pour construire la maison. Si Dieu avait pris le pied de l'homme, pour fabriquer la femme, ça voudrait dire que Dieu aurait fait de la femme une esclave pour l'homme. Ce que pendant des dizaines de milliers d'années, les hommes feront. Donc ce qui n'est pas la volonté de Dieu si on suit ce texte biblique. Et saint Augustin continue, si Dieu avait pris une partie de la tête pour faire la femme, eh bien ça voudrait dire que la femme serait complémentaire au point de vue de la recherche intellectuelle. Non, s'il prend la côte, la partie la plus proche du cœur, c'est que la femme est complémentaire de l'homme du côté de l'amour. Et c'est vrai, on le voit. Je disais tout à l'heure que les hommes s'épanouissent dans leur métier. Seulement, quand la femme croit que l'homme n'aime plus que son métier et que du coup, elle s'en va de la maison en disant « il a une maîtresse, il ne m'aime plus », elle constate que les hommes s'écroulent, ne tiennent pas, n'ont plus de goût au métier et parfois vont jusqu'au suicide. Ce qui montre bien que leur métier n'était pas leur seule idole, mais que leur façon d'aimer leur femme était de dire « tu ne manques de rien, je travaille pour toi » et de ne pas assez l'exprimer à la manière des femmes par des mots, des cadeaux et des choses comme cela. D'autre part, ce symbole biblique, donc le fait que la femme est faite du cœur de l'homme, de la côte, symbolise justement cette plus grande finesse de la femme, qui elle est certainement plus spécialisée du côté de ce qui est important dans la vie, à savoir la famille, l'amour, et qui a donc un rôle très important pour l'apprendre à l'homme. L'homme sans femme a tendance à être un ours, parfois. Alors je ne voudrais pas m'arrêter là dans ce récit biblique si beau et si symbolique. Il se continue. Il montre comment l'homme et la femme, qui ont donc des lois psychologiques différentes en eux, peuvent se corrompre. Et il décrit par un autre texte la manière dont cette corruption aura naturellement lieu. Et elle ne se passe pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes, parce qu'ils n'ont pas la même psychologie. C'est après le péché originel, donc quand l'homme et la femme ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Dieu leur apparaît et dit à l'homme, « Parce que tu as fait cela, je maudis le sol à cause de toi. Il produira pour toi des épines, et tu le travailleras à la sueur de ton front. » Donc il y a, dans ces textes-là, de malheurs annoncés par Dieu, deux qui concernent l'homme et deux qui concernent la femme. Et on va voir à quel point ils correspondent à cette psychologie générale. L'homme est donc maudit en premier lieu sur son travail. Et c'est pas étonnant, c'est tellement important pour un homme le travail, comme épanouissement de sa personnalité. C'est pour ça que quand un homme est au chômage, c'est destructeur pour sa psychologie. Ça l'abat, ça le réduit à un sous-homme. Quand une femme est au chômage, mais qu'elle a ses enfants, eh bien elle fait avec, elle vivra d'allocation et c'est moins destructeur. Alors c'est pénible, mais c'est moins destructeur dans sa psychologie profonde. De même, quand un homme est mis à la retraite, alors qu'il était un grand chef juste une semaine avant, puis qu'une semaine après il n'est plus rien, c'est source pour beaucoup de mort. La retraite c'est la mort, disait un de mes collègues alors qu'il venait de prendre sa retraite. Ce n'est valable que chez les personnes qui ont un bon métier, qui les épanouit, pas chez l'ouvrier spécialisé qui travaille à la chaîne, et qui lui va s'épanouir dans son bricolage à la maison. La deuxième malédiction concernant l'homme, c'est celle-ci. Puis tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est curieux que ce texte ne s'adresse qu'à l'homme alors que la femme aussi meurt. Eh bien, il y a une raison précise qui vient de la même chose. Pour un homme, l'autonomie, le fait d'être un être indépendant, maître de sa famille est très important. Et qu'est-ce qui vient le plus abîmer cette autonomie, si ce n'est la vieillesse, les handicaps qui viennent avec? On entend souvent chez des hommes qui, vers la soixantaine, disent « Oui, le jour où moi je commencerai à être dépendant, je m'euthanasierai. » Et on le voit de plus en plus avec la génération qui arrive à la vieillesse, celle de mai 68, et qui n'a plus de sens religieux à la vieillesse.
Donc cette génération veut se voter une loi d'euthanasie parce que les épreuves qu'elle soupçonne qui vont arriver, elle ne les supporte pas. Ces épreuves n'ont pas de sens, n'apportent rien pour une autre vie après la mort. Donc on le voit, les épreuves de l'homme sont plus extérieures. Quant aux épreuves de la femme, eh bien elles sont de deux ordres aussi. Et elles concernent comme par hasard, alors vous me direz que je suis influencé par le fait que je suis aussi théologien, elles sont influencées comme par hasard par ce que j'appelais les deux pieds de la femme au début de cette leçon. La première, c'est ton désir se portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Eh bien ça, historiquement, on l'a vu pendant 50 000 ans. Les femmes ont besoin d'un homme qui les aime et qui les rassure. La solitude est très dure à vivre. Parfois, quand l'homme avec qui elle se marie n'est pas rassurant, est un grand gamin, il arrive même que des femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants avec lui. Mais l'homme qui devrait se servir de cet amour que donnent les femmes pour les aider, pour les aimer, eh bien il s'en est servi pendant des milliers d'années pour les dominer et les écraser. Et ce n'est pas compliqué, puisque dans le monde tel qu'il est, la valeur suprême c'était justement l'efficacité, le pouvoir, la force physique. La femme qui ne voulait pas obéir, elle se prenait une gifle et puis elle obéissait. Et c'est là qu'on voit la critique qu'on peut faire au féminisme de mai 68, qui au lieu de revendiquer les valeurs féminines comme étant nobles, comme étant plus nobles que sans doute les valeurs masculines, parce que la famille c'est quand même le but de tout, au lieu de faire cela, elles ont voulu identifier le bonheur féminin aux valeurs masculines, le métier, l'efficacité. Ah, c'est les valeurs de la terre, je comprends la séduction. La deuxième malédiction de la femme dit ceci: tu enfanteras dans la douleur. Alors évidemment, on pense d'abord aux accouchements pendant des milliers d'années dans la douleur, avec ces jeunes filles qui mouraient en couche si souvent. Et c'est vrai, le sens est réellement physique. Mais en général, quand ce sont des paroles de Dieu aussi profondes, le sens est surtout spirituel. Il y a un enfantement dans la douleur qui est aussi profond. C'est le fait que les femmes, à un moment donné, très vite, alors qu'elles ont mis au monde leur petit, le voient partir adulte de la maison. Et ça n'a jamais été facile. La vie passe si vite quand on élève un enfant. Donc, c'est source chez elles de grande solitude et elles se retrouvent souvent seules dans leur maison avec le mari qui vient de prendre sa retraite, en se demandant si elles n'ont pas sacrifié leur vie. Très souvent, on constate aussi le désir chez les femmes dont les enfants sont partis de devenir grand-mère, parce que ça renouvelle ce grand attachement à l'enfant qui fait partie de leur cœur. Donc on le voit, la Bible aurait tendance à dire que ces lois-là étaient déjà valables à une époque très lointaine. Donc il reste maintenant à passer à la troisième partie et à se demander si ces lois que j'ai décrites sont innées, donc dues à la génétique, si elles sont programmées dans notre être, ou si elles sont acquises, c'est-à-dire uniquement dues à l'éducation. Si elles sont des clichés que de génération en génération on se transmet dans le monde, et ce qui explique qu'on se comporte comme cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la philosophie de mai 68 a opté définitivement pour le fait que c'était des clichés. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a effectivement une grande part éducative là-dedans. Par exemple, la pression des petits-enfants entre eux dans les cours de récréation, qui ont tendance à se moquer de celui qui sera efféminé, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Donc pour voir si c'est une loi naturelle ou si c'est purement dû à l'éducation, il faut commencer à regarder chez les petits-enfants. Chez les nourrissons, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Chacun a son petit caractère. Mais je ne vois pas vraiment, à cet âge-là, apparaître une différence marquée. À un moment donné, j'avais écrit dans un article que, chez les enfants de la maternelle, il n'y avait pas de différence non plus beaucoup.
Et puis j'ai honteusement mis cet article-là dans les archives de mon manque d'expérience, parce qu'entre-temps, j'ai pu observer, j'ai eu moi-même des enfants, et puis des institutrices m'ont parlé et m'ont déclaré que c'était absolument pas vrai. Quand on regarde un petit peu avec de l'attention les cours de maternelle et de primaire, on s'aperçoit que les jeux des filles en général se passent calmement. Elles sont assises, elles ont une poupée. Les jeux des garçons, c'est beaucoup plus de la poursuite, de la course. Une maman me disait que quand elle passait les vêtements de ses enfants à sa sœur, qui avait des enfants plus petits, elle pouvait passer sans problème les vêtements de sa fille. Mais que les vêtements de ses garçons, c'était presque impossible, ils étaient usés, avec des trous aux genoux, etc. Alors encore une fois, c'est pas vrai à 100%. Il y a des filles qui n'apprécient que les jeux de garçons. Seulement, si on regarde chez les plus grands spécialistes de la psychologie des enfants, qui sont les vendeurs de jouets, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire. Si ils suivent les directives des féministes, qui pensent que ce sont les mêmes jeux pour les garçons et pour les filles, et que ce n'est qu'une question d'éducation, eh bien, ils ne vendent plus rien. Essayez de vendre une poupée Barbie à un garçon de 5 ans, on en vendra quelques-unes. C'est certain, puisque ce n'est pas du 100%. Mais il n'y a rien à faire. Les garçons, c'est plutôt une poupée musclée avec des instruments, des armes, etc., qui va se bagarrer. C'est pas la même chose. On ne voit pas un garçon de 8 ans en train de pousser dans une poussette une petite poupée. Alors on dira, mais ça vient du regard des autres qui vont le ridiculiser. Peut-être, il y a une partie de cela. Mais il y a une partie aussi de vrai goût. Moi, je me rappelle, ne serait-ce que ma propre expérience, quand j'avais à peu près cet âge-là. J'avais voulu me rapprocher de ma cousine dans l'école qui jouait à l'élastique. Et donc, je me suis essayé de jouer à l'élastique avec les filles, là, pour voir ce que ça donnait, etc. Mais c'était, je ne vais pas employer de mots vulgaires, mais c'était barbant. Barbant pour moi. J'ai fait l'effort, mais il n'y a rien à faire. Je suis vite retourné au vrai jeu qui me plaisait. Jouer à chat, se poursuivre, etc. Les fabricants de jeux numériques ont essayé de trouver comment s'attirer le public féminin des petites filles. Eh bien, les jeux de combat n'ont jamais marché. Par contre, ce qui s'est mis à marcher, ce sont les jeux où une sorte de ville doit être peuplée par des personnages et que la jeune fille, la petite fille, s'y intègre, devient une vendeuse dans la ville en question qu'elle construit peu à peu. Là, ça marche très bien. Toute la révolution de mai 68, qui a consisté à dire qu'on allait simplement parler du genre humain et qu'on allait éduquer de la même façon exactement les filles et les garçons, finalement, n'est arrivé à rien dans ce domaine-là. On ne peut pas changer les choses. Très que plus radicalement que l'éducation, il y a une nature qui est dessous, sous-jacente. D'ailleurs, il suffit de se pencher du côté du monde animal pour s'apercevoir qu'il y a effectivement quelque chose qui est inné au sexe et que ce n'est pas seulement de l'éducation. Prenons des espèces assez proches de l'être humain, comme par exemple les singes, les groupes de singes. On s'aperçoit que, comme l'homme, les mâles sont plus grands que les femelles, mais que c'est chez eux encore plus marqué. On s'aperçoit que les femelles sont attirées par les petits, ont de la douceur, et qu'elles vont choisir le mâle qui est le plus sécurisant pour le groupe, et que le mâle devra faire ses preuves par des combats contre les autres mâles, et que c'est celui qui sera le plus fort, mais le plus doux pour les petits, qui sera accepté comme mâle dominant du groupe. Si on regarde dans le monde des moutons, monde plus éloigné que le monde des singes, mais on constate la même chose. Les brebis s'occupent des petits s'il y a une attaque, et les béliers qui ont reçu par la nature des cornes pour se défendre, essayent de se défendre par rapport aux loups. Évidemment, les troupeaux de moutons ne s'en sortent pas, les loups sont bien plus intelligents, ils provoquent une panique, si bien que l'organisation de cette défense éclate très vite. Par contre, on la voit qui tient très solidement chez des animaux assez proches comme les buffles. Et là, les lions
ont intérêt à faire attention quand ils s'attaquent à un troupeau de buffles. Eh bien, si je reprends toutes les données que j'avais indiquées en première partie, on s'aperçoit qu'on les retrouve parfaitement chez l'être humain. J'avais donc dit que la force de l'homme est plus dans l'attaque, la force de la femme dans la durée. Eh bien, on voit très nettement le rapport. Si la nature prépare les petits garçons à devenir des pères, par leur corps qui évolue, donc à défendre la famille, comme ça se passe dans le monde des animaux mammifères supérieurs, alors on comprend pourquoi, psychologiquement, il y a en lui une force qui est plus dans l'instant, parce qu'il faut confronter à un ennemi ponctuel. Par contre, la femme, qui elle va s'occuper du petit au jour le jour, patiemment, le nourrir, le laver, eh bien il lui faut une force différente. C'est pas de l'attaque, premièrement, mais c'est de la patience, de la durée. Et cette considération me permet d'aborder la quatrième partie, celle de la cause profonde de cette différence qu'il y a dans la psychologie des hommes et des femmes. On dirait que la nature, fondamentalement, prépare les hommes à devenir des pères. Et on dirait que la nature, fondamentalement, prépare les femmes à devenir des mères. Et qu'elle leur donne à chacun l'instrument qu'il faut pour jouer ce rôle complémentaire dans le couple. Alors c'est fait de manière très souple. J'avais montré dans la leçon précédente ce petit schéma-là, du taoïsme. Et je trouve qu'il est le schéma qui représente le mieux cette souplesse de la vie. Ça veut dire que ceux qui prétendent de manière un peu talibane réduire la femme au rôle à la maison, enfermée avec les enfants, eh bien, c'est comme s'ils prenaient ce schéma taoïste et qu'ils supprimaient dans la partie blanche qui signifie la psychologie féminine, le point noir qui signifie de la masculinité, de la force, et qu'il faut que les femmes l'aient. Si jamais l'équilibre homme-femme c'était du blanc et du noir à côté, ben on aurait d'un côté des petites choses sensibles et tendres qui s'occupent des enfants, et de l'autre des grandes brutes poilues, armées d'un couteau, qui défendent leur foyer. Mais c'est pas ça. La vie est beaucoup plus souple. Une femme solide, c'est une femme qui possède en elle de la force masculine. Et un homme affiné, c'est un homme qui a intégré en lui, tout en restant un homme, des valeurs féminines de délicatesse, de douceur, d'attention aux petits, etc. Seulement, si on en arrive à nier les lois fondamentales de la nature qui viennent du corps, qui ne viennent pas de l'esprit, c'est le corps qui influence l'esprit et qui fait de cet être humain une femme et de cet autre être humain un homme. Si on arrive à les nier complètement, on ne fait pas un travail écologique. Le pape Benoît XVI ne cesse de parler, de critiquer cette philosophie du gender, le genre qui vient des États-Unis et qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence de sexe, que tout ça c'est purement culturel et qu'il y a simplement l'être humain, le genre humain. La nature, dans ces cas-là, se venge. On ne peut pas lutter contre les forces fondamentales de la nature, mais on peut les humaniser. D'où l'impact important d'une culture, d'une éducation qui va transformer des hommes et des femmes primitifs étant chacun dans un monde totalement différent, les premiers de Mars, les autres de Vénus, en une complémentarité harmonieuse comme le montrait le schéma taoïste un petit peu plus haut. À partir de cette analyse, eh bien, on peut reprendre toutes les données de l'expérience du début. On peut les élargir et se rendre compte à quel point tout prend sens. Je parlais tout de suite de la force féminine qui est plus dans la durée et de la force masculine qui est plus dans l'attaque. Mais je pourrais continuer. Je disais tout à l'heure que les femmes sont plus sensibles à l'aspect des personnes, de la psychologie. Ce qui est naturel, puisque un enfant, quand on l'éduque, il a besoin de cet amour tendre qui s'occupe de sa psychologie, qui ne le brutalise pas. Seulement, je faisais remarquer que les hommes étaient plus sensibles à l'aspect technique,
Et c'est pas étonnant qu'à ce moment-là, on donne habituellement l'autorité à l'homme dans le couple à ce niveau-là, parce que lui, s'il joue son rôle d'homme, il aura en perspective beaucoup plus que la femme qui a porté l'enfant, qui est infiniment proche de lui. Il aura en perspective le futur adulte qu'il faut faire. Et donc si la maman est trop tendre, par exemple, et a trop tendance à couver son petit, ce qui est un déséquilibre dans l'amour, eh bien le père, s'il joue son rôle complémentaire, mettra de l'autorité, lui dira il faut un petit peu l'autonomiser, adapté à son âge évidemment. Alors il me reste maintenant à revenir au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les relations homme-femme, la préparation donc du mariage, et à comprendre un petit peu ce qu'apporte cette donnée de la connaissance de la psychologie de l'autre. Eh bien, ce qu'elle apporte fondamentalement, c'est donc qu'il faut avoir la certitude qu'en fait, quand une fille se met avec un garçon, elle épouse quelqu'un qui est différent, radicalement. Et ça, c'est très important. Souvent, quand on interroge actuellement les jeunes filles qui sont en période de domination, parce que mai 68 a donné à la femme à nouveau sa place, ce qui est très bien, et qu'on leur demande le portrait qu'elles font de l'homme idéal, eh bien, elles font un portrait qui correspond à leur psychologie féminine. Donc, comme je disais, il est fort, il est doux à la fois, mais aussi, il a de la délicatesse particulière, tout au long de la vie, une délicatesse qui leur est naturelle. Au point de départ, quand elle rencontre un garçon, il est comme cela, il n'y a pas de problème. Il est amoureux, donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais habituellement, très vite, quand l'amour s'installe et qu'il devient quotidien, le garçon redevient lui-même. Ça veut dire que faire un cadeau gratuit je veux dire qui coûte cher mais qui ne sert à rien, eh bien c'est pas habituellement quelque chose de naturel chez un garçon. Les garçons auront plutôt tendance à faire des cadeaux qui seront utiles pour la construction du foyer. Actuellement, les filles ont du mal à accepter cette différence qu'il y a dans le sexe masculin, cette différence de psychologie. Elles ont raison en partie, puisque c'est leur rôle d'affiner justement les hommes là-dessus. Et donc, il faut qu'elles continuent de faire suffisamment de scènes de ménage pour que l'homme fasse attention à ne pas se vautrer à nouveau dans sa psychologie. Cependant, quand on pousse trop loin l'exigence par rapport à un homme, de prendre des qualités féminines, ça veut dire qu'à la rigueur, le schéma du yin et du yang que je citais tout à l'heure, on exige de l'homme que le point de féminité devienne presque exclusif. Alors on obtient ce qu'on a vu depuis mai 68. Une certaine perte de la masculinité, de sa force. Les hommes ont tellement peur du divorce, parce qu'ils constatent que 8 fois sur 10, l'initiative du divorce vient de la jeune femme, que quelquefois ils n'osent plus être des hommes. Ce qui provoque d'ailleurs autant de divorces. C'est donc actuellement, du moins à l'époque où je parle maintenant, souvent du côté des jeunes filles qu'il y a un effort à faire, parce qu'il y a eu, pendant 40 ans, un excès de domination du sexe féminin, de la psychologie féminine. On l'a vu par la méfiance qu'il y a eu par rapport à tout ce qui s'appelait autorité. Les fessées, les débats sur l'interdiction des fessées sont tout à fait significatifs à cet égard-là. C'est la tendance féminine qui consiste à tout confondre et à identifier systématiquement une fessée avec une maltraitance. En réalité, un homme qui analyse les choses et qui joue son rôle dans la famille dira qu'il y a 3 sortes de fessées. Celle qui est de la violence pour écraser le petit enfant, pour le faire se plier à ses propres exigences, qui est accompagnée de maltraitance et d'insultes et qui est absolument interdit par le bon sens, par la loi. Un enfant qui subit cela, il est placé, c'est évident. Deuxièmement, il y a le coup qui part parce que l'enfant s'est comporté de manière exagérée et qu'on s'est énervé. Ça, c'est pas la panacée, il faut éviter, c'est une faiblesse. Mais en même temps,
Ces faiblesses-là, les enfants les comprennent très bien, ça ne les traumatise pas. Ils savent très bien quand ils ont poussé les choses jusqu'à pousser à bout leurs parents. Et puis le troisième genre de la fessée, qui vient de l'intelligence, qui est pensée de manière harmonieuse avec l'explication, qui est adaptée à la faute commise, qui n'est pas systématique. Parce que si on ne se sert comme point de vue éducatif que de la fessée, l'enfant, il va mentir pour éviter les fessées. Eh bien, ça vient de l'autorité. Et c'est une qualité qui, normalement, devrait être masculine. Si l'homme reste un homme, qu'il joue son rôle, qui n'est pas seulement, comme le font les femmes, dans l'explication psychologique, comme le font les femmes en général, parce que, évidemment, comme je disais, les femmes ont le point de masculinité, et la plupart comprennent ce que je dis là, et ne sont absolument pas opposées à une fessée de temps en temps. Donc si l'homme joue son rôle, eh bien il devient une protection pour l'éducation que donne la femme. Parce que si l'enfant, qui est en overdose d'explications psychologiques, commence à mépriser, à ricaner sa mère, eh bien il sait mettre le haut là. Et quand le père a parlé, l'enfant se tait. Il sait qu'il doit écouter sa mère. Et là, l'éducation de la mère prend son sens. Elle est écoutée. Donc on peut dire que quand le balancier va dans un sens ou dans l'autre, et qu'il nie une des polarités, une des deux polarités qui font l'altérité homme-femme, ce sont les enfants qui le payent. Alors je pourrais dénoncer ce qui s'est passé il y a 60 ans, 80 ans en Europe, et qui était exactement l'inverse. Quand il y avait l'exclusive domination de la psychologie masculine avec son autorité, et que les femmes étaient d'accord, et qu'elles se soumettaient à cela, eh bien c'était pas mieux. On obtenait des enfants qui étaient souvent durs, insensibles. Et ça a donné, à force de mettre en avant l'exaltation de l'obéissance à l'autorité, au père, etc., ça a donné, il ne faut pas l'oublier, l'héroïsme, entre guillemets, des deux guerres mondiales. Eh bien, ce que je dis là, et qui est valable pratiquement dans tous les domaines de l'humanité, cette complémentarité entre les hommes et les femmes, eh bien, elle est fondamentale aussi dans le couple. Alors voilà un petit peu comment les choses se passent pour les jeunes couples. Au début, en général, quand on tombe amoureux, comme je le disais, il n'y a pas d'effort à faire. La nature pousse naturellement et instinctivement à faire l'effort vers l'autre. Donc l'erreur souvent de l'homme consiste à dire « je la couvre de cadeaux, d'admiration ». Erreur fatale parce que quand il redeviendra lui-même, il ne le fera plus. Et il a de fortes chances de décevoir profondément sa compagne, qui croyait que ça serait comme ça toute la vie. L'erreur analogue de la femme, c'est de croire que parce que l'homme a un désir sexuel, eh bien la meilleure chose pour le garder, de lui faire plaisir, c'est de se donner dès le départ. Erreur fatale, parce que quelque part dans la tête de l'homme, il se marque « Oh, cette fille n'est pas sérieuse, elle est légère, elle va trop vite ». Donc il y a bien des connaissances de la psychologie de l'autre à avoir, dès le départ. Être soi-même, tout en sachant qu'on est porté par la passion et que c'est un moment merveilleux qu'il faut passer. Ensuite, au bout de quelques mois ou quelques années, quand ce sentiment du début va en s'amoindrissant, eh bien on passe à une autre phase. Si on passe cette phase et qu'il n'y a pas de séparation, on passe à la phase où chacun va faire vers l'autre 50% des efforts. Pas 100% d'un côté, sinon l'autre va se mettre à en profiter, à dominer l'autre. Ah mais on va te dire, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'amour. Mais c'est méconnaître l'être humain. Ça se passe comme cela. Quand une femme se fait entièrement servante d'un homme, l'homme il est bien content, sauf exception, chevaleresque. Donc 50% des efforts, ça veut dire aussi être capable de discuter, de se dire les choses. Seulement, être en perpétuel effort vers l'autre, c'est une chose qui n'est pas facile à tenir toute une vie. En général, d'ailleurs, on remarque que quand on fait une scène de ménage, que l'autre, du coup, par rapport à un défaut particulier, s'améliore, lentement, la scène étant oubliée, il revient à son défaut.
Donc on ne peut pas faire changer la psychologie d'un homme pour la transformer en ce qui nous plairait, et réciproquement. On ne peut pas. On peut la faire s'adoucir. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire que quand on se marie avec quelqu'un, on doit d'abord prendre le temps des fiançailles pour qu'il devienne lui-même. Et ensuite, une fois qu'il est devenu lui-même, on peut lui demander des efforts, mais en sachant que dans la vie commune, quelques années plus tard, les efforts seront en général moins grands. Parce qu'il est habitué, ou elle est habituée. Un couple qui s'est solidifié au bout de quelques années, je dirais que parfois, c'est plus 50% d'efforts l'un vers l'autre, c'est 0% d'efforts parce que on se respecte l'un l'autre. Alors évidemment, cet équilibre-là ne peut pas arriver s'il n'y a pas de conversation. Mais c'est vrai que très souvent, dans les couples plus âgés et stabilisés, chacun a sa manière de vivre sa journée et on se la raconte à table et on se partage les choses. Mais chacun s'épanouit selon sa nature complémentaire. Ils diront, mais c'est triste, on doit tout faire ensemble quand on est marié, on doit être fusionnel. Je dirais, il faut en profiter tant qu'on est un jeune couple. Mais sauf exception, cette manière de vivre les couples n'est pas la plus habituelle. La plus habituelle, c'est que l'amour, ce sont des actes. Ça veut dire que chacun prend sa part dans le foyer et a l'autorité sur la part qui correspond à sa psychologie. En général, quand il s'agit de faire les devoirs pendant de longues heures, les femmes sont meilleures. Ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas le faire, mais ça veut dire que souvent le travail sera mieux fait par les femmes. En général, quand il s'agit de casser un mur dans la maison pour changer une pièce, etc., si les hommes jouent leur rôle, les hommes vont le faire plus efficacement. Ils doivent prendre leur part par rapport à cela. Je ne veux pas dire par là qu'il faut retomber dans les clichés habituels. Les hommes le bricolage, la femme le ménage, etc. Non, on doit pouvoir s'aider. Seulement, il ne faut pas non plus lutter sans arrêt en hyper-extension contre ses goûts. Et qu'on doit pouvoir dans chaque couple, et c'est un équilibre particulier à chaque couple, trouver exactement la façon dont on se comporte, dont toutes les tâches finalement sont faites. Quand on a trouvé cette harmonie-là, les choses s'harmonisent. S'il s'avère, par exemple, que la femme marque trop de caractère autoritaire, naturellement, le père va compenser du côté de la tendresse par rapport aux enfants. Et pourquoi pas? Il n'y a rien à dire là-dessus. La vie est faite ainsi. Il y a une grande souplesse. C'est le propre même de la vie. Il est mieux, je pense, quand ça se passe selon le sens de la nature de chacun. Et quand on tient compte de ces lois fondamentales dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que, en général, à 80%, il n'y a rien à faire. Les femmes sont proches affectivement des petits-enfants. C'est comme ça. Et c'est très bien. C'est ce qui équilibre les enfants. Mais en général, les femmes n'ont pas le sens que dès le départ, il faut mettre de l'autorité dès que le petit enfant naît. Une autorité adaptée à ce qu'il est. Par exemple, ne pas aller le chercher immédiatement dans son lit dès qu'il pleure pour la moindre chose. Parce que sinon l'enfant prendra l'habitude d'être le petit roi de cette maison. Et ça, c'est au père de jouer ce rôle. Et ce rôle-là, il se joue dans la raison. Il n'est pas instinctif. Donc c'est au père de prendre sa place. Parce qu'il cherche le bien final de son enfant, qu'il devienne un adulte équilibré. L'homme est de Mars, la femme est de Vénus. Nous sommes donc de deux mondes différents. Et la vie est ainsi faite que les couples ne peuvent tenir que si on s'aime, vraiment. Et c'est ce que je vais voir à la prochaine leçon. Quand je dis que si on s'aime vraiment, je n'entends pas par là le pur amour sentimental du début du couple. J'entends un amour en acte réel qui consiste à accepter la personne de l'autre dans sa nature, telle qu'elle est, et à l'aimer comme cela. Tout en n'acceptant pas ses abus,
liées à sa psychologie, donc en étant capable de rectifier dans des discussions ce qui ne va pas. S'il n'y a pas cet amour dans le couple, alors forcément, une fois les passions des premiers temps évanouies, eh bien le couple forme deux étrangers. Et c'est ce qu'on a vu pendant des siècles. Les femmes avaient leurs activités séparées, les hommes leurs activités séparées. À l'époque des Grecs, par exemple, où les femmes n'avaient aucune éducation, parce qu'on les cantonnait à la maison, les Grecs anciens, au temps d'Aristote. Aristote ne croyait pas en l'amour d'amitié homme-femme. C'était pas possible d'avoir un amour d'amitié avec une femme, puisqu'elle ne pouvait pas discuter des sujets qui intéressaient le philosophe. Elle était dans la pitié, l'occupation des petits, etc. Le grand progrès du XXe siècle et de mai 68, ça a été de faire que l'éducation est la même maintenant entre les filles et les garçons, ce qui permet au couple de se fonder sur un véritable amour d'amitié, d'égalité et de complémentarité. Que l'égalité soit acquise, c'est formidable, ça c'est l'apport positif de mai 68. Mais qu'on nie l'altérité et la complémentarité, ça c'est l'excès de mai 68. Et donc il me reste à passer maintenant à la leçon suivante qui va consister à définir précisément ce que c'est que cet amour qui naît au départ et qui va unir un homme et une femme.